Attendez. Alors, je vais choisir quelqu'un pour... Kautar, tu es Costa. Essaye d'accepter les invitations. Donc, je reviens sur le cours métabase, dictionnaire. Donc, rapidement, sur ce slide, l'essentiel, il est sur ce slide. Alors, j'ai dit la dernière fois que le dictionnaire Oracle, il a presque 1000 vues. Alors, on a un ensemble de vues. Alors, classées en 4 catégories. Il y a des vues qui commencent par user tiré, il y a des catégories all tiré, DBA tiré, V dollar tiré. Donc, la première catégorie qui commence par user tiré sont décrits tous les objets des utilisateurs connectés. Ça veut dire si moi j'ouvre deux fenêtres SQL+, et avec deux utilisateurs différents, et je mets select étoile from user table, par exemple, je n'ai pas le même contenu. Parce que ça montre tous les objets qui sont créés par l'utilisateur connecté. Si je mets user constraint, ça sera tous les contraintes que j'ai créées. Si je mets user privilege, c'est tous les privilèges que j'ai donnés, etc. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est les vues qui commencent par altérer, sont décrits tous les objets accessibles par les utilisateurs. Ça veut dire que si moi, je suis utilisateur 2, et si j'accède, si je fais une comparaison, par exemple, entre user-tables et all-tables, la différence, c'est que dans all-tables, je trouve toutes les tables dont j'ai accès. Donc, si un utilisateur me donne le droit de voir, par exemple, une table, la table n'est pas là. Donc, all tables fait mes tables, c'est-à-dire all tables, ça contient user tables déjà, mais en plus de user tables, fait tous les objets dont j'ai accès. Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez déjà? Quelqu'un me confirme parce que là, je ne vois pas la fenêtre principale. Ah, parfait. OK. Donc, la troisième catégorie, c'est celle qui commence DBA tiré, et ça, c'est tous les objets qui existent, mais ça, c'est uniquement aux utilisateurs administrateurs. Donc, si j'ai un utilisateur qui est le super admin, sys ou système, ou un utilisateur que je lui donne le rôle DBA, parce que DBA, c'est un rôle dans Oracle que je peux donner. Je mets grant sysdba to un utilisateur, il devient administrateur. Et à ce moment-là, il peut voir tous les objets. Donc, DBA tiré, si je mets par exemple select étoile from DBA tiré tables, là j'aurai toutes les informations sur toutes les tables qui ont été créées indépendamment de l'utilisateur. La dernière, V$ tiré, c'est pour le suivi des performances. Alors,
je vous ai dit la dernière fois, le SGBD, pour pouvoir exécuter une requête, il a plusieurs chemins à suivre. On va les voir au chapitre suivant. Donc, quel est le meilleur chemin? Donc, le SGBD, il utilise un ensemble de statistiques qui sont calculées sur les tables. Par exemple, chaque table, la taille oméga, qui est le nombre de tuples, la taille moyenne d'un tuple, etc. Un ensemble important de statistiques que le système utilise. Et pour ces statistiques, c'est-à-dire si on suppose que ces statistiques sont calculées au moment de l'exécution d'une requête, ce n'est pas possible. Parce que aussi calculer une statistique, c'est une requête. C'est-à-dire, vous imaginez le SGBD, pour optimiser une requête, c'est-à-dire réduire son coût, il est obligé d'exécuter notre requête. Ça ne marche pas. Donc, toutes les statistiques sont déjà précalculées et sauvegardées dans la métabase. Sauvegardées où? C'est dans cette partie VDOLA. FTP, base de métabase, vous pouvez, ou le dictionnaire Oracle, FTP, vous pouvez voir, essayer d'explorer tous ces aspects. Donc là j'aimerais vous parler d'une chose très importante. Donc, FTP, vous allez faire quelques tables de la métabase. Bon, généralement, les étudiants s'arrêtent là en classe. Moi, je vous conseille de voir, bon, je ne vais pas dire toutes les tables, mais voir plus de tables, plus de possibilités. Regarder sur Internet, si je veux avoir, par exemple, je sais pas, la liste des utilisateurs qui ont droit sur telle ou telle chose, etc. C'est-à-dire pour que vous puissiez voir l'utilisation, les différentes utilisations de la métabase. Alors, parce que le premier cours vous n'êtes pas là pour avoir des notes comme ça, ou là, vous êtes là pour avoir une compétence. Donc, à chaque fois que vous apprenez quelque chose maintenant, vous la retrouverez après et ça sera rapide. Donc, essayez de faire des choses, même s'ils ne sont pas dans les séries typées. Après, si vous trouverez des difficultés, vous pouvez m'envoyer un email ou l'avoir avec votre charge d'idées. On vous répondra. OK. Donc, ça, c'est un tableau pour vous donner un aperçu sur quelques vues. Par exemple, la table dicte, ça, vue permettant de consulter le dictionnaire. Alors, la table dicte, qui est allée à la dernière fois, c'est comme une métabase. La table dicte, c'est telle qu'elle contient toutes les informations sur l'étape de la métabase. Par exemple, si je vois user tables, c'est les tables et vues créées par l'utilisateur. Par exemple, all catalog, table vue sur lesquelles l'utilisateur a les droits, etc. Par exemple, je prends des user views, vues créées par l'utilisateur. User tab privs, objets sur lesquels l'utilisateur est propriétaire, donneur ou receveur d'autorisation. Maintenant, comme les objets, les tables, les vues, etc. Oui, moi, j'ai reçu, ou là, j'ai donné, ou là, j'ai reçu des autorisations, je peux les retrouver dans ça. Donc, vous allez voir que chaque table, elle a un rôle bien précis. Justement, on peut trouver certaines tables se chevauchent et c'est normal parce que les tables les vies sont conçues d'une manière générique. Oui, des fois il y a un chevauchement, c'est-à-dire des fois tu as le même besoin, tu peux le ramener d'une table ou d'une autre table. Ok, ça c'est pour vous montrer l'utilisation de la table dicte. Par exemple, si je veux connaître l'utilité d'une vue dans la métabase, on me dit select comments from dict where tab name, et là je mets le nom de la table, et Oracle m'affiche l'utilité de la table, elle sert à quoi. On a quelques exemples. Par exemple, si je veux avoir la structure d'une table, là je mets select column name, data type, data length, data prix. Alors, je veux le nom des attributs, leur type, leur taille et leur précision. Alors, win, c'est from user tab columns. Donc, là, on voit bien que cette table, la table, user tab columns,
elle contient toutes les informations sur les attributs. Where table name, par exemple, je cherche une table, j'ai mis son nom. Donc là, il m'affiche les informations sur les autres. Par exemple, cette table fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 attributs et on a affiché un petit peu les caractéristiques d'Iola. Maintenant, si vous voyez la table de user tab columns, vous allez trouver qu'il y a plusieurs autres colonnes. Par exemple, est-ce qu'il y a une contrainte qui est définie sur cette colonne, etc. Après, ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on affiche. Il y a une remarque aussi, vous allez voir en TP, c'est que dans Oracle, je vais utiliser une autre couleur, oui, c'est mieux. Dans Oracle, le nom de la table. Alors, dans Oracle, toutes les instances sont en majuscule. Ça veut dire, même si vous m'entendez, ok. Si vous créez par exemple une table association, le A majuscule ou tout le reste minuscule, la métabase Oracle met tout en majuscule. Donc si vous mettez, par exemple, si vous mettez select étoile from, etc., where tab name égale installé, vous mettez le I majuscule ou le I minuscule, il ne trouve pas, il vous affiche une ligne vide pour dire que l'enregistrement n'existe pas. Donc, il faut faire attention. Oracle, la métabase, tout est en majuscule. Après, le schéma d'un objet, on vous donne un ensemble de choses. Donc, je ne vais pas vous présenter les autres SQL Server, SQL Server, DB2 ou MySQL. Pourquoi? Parce que c'est à peu près la même chose, sauf que ce qui change, c'est qu'on a soit la façon d'accéder, soit que le besoin, il est sur une vue ou plusieurs vues. Qui m'a SQL Server, alors l'accès, c'est en utilisant les catalogues système. Donc, il y a un utilisateur particulier SQL Server qui s'appelle sys. Donc, si on veut accéder à la métabase de SQL Server, on utilise sys. Donc, 6 points. Ce qui vient après le point, ce sont toutes les tables qui sont dans la métabase. Par exemple, là, si je mets 6 points, 6 points foreign case, on a information sur les contraintes de type clé étrangère. Alors, 6 points foreign case, on a les contraintes de type clé étrangère, le nom de la contrainte, quand est-ce qu'elle a été créée, etc. 6 points foreign case, columns, les colonnes ou les attributs sur lesquels on a des relations. Des contraintes de type clé étrangère sont définies. Et là, ça nous permet, lorsqu'on nous dit que la clé étrangère n'existe pas ou là, pour faire un peu de trace pour savoir pourquoi il y a ceci. Donc, dans MySQL, bon, je vais vous le montrer rapidement. Dans MySQL, il y a cette colonne, cette commande qui use information schema. Là, lorsque j'utilise la commande au début de mon script, ça veut dire que là, je veux accéder à la table système. Et là, je peux accéder à la métabase ou au catalogue, ce que vous appelez un catalogue en licence. Et là, je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, là, je veux avoir la liste j'exécute cette requête. Donc, après les tables, il y a une table schéma, table name, etc. Chaque SGBD, sa spécificité, on ne peut pas faire comme Hado. Alors, IBM DB2, la même chose, c'est 6.4.tables. Il y a le nom des tables. Donc, ce qui est important de savoir, les différents SGBD, c'est qu'on a à peu près le même contenu. Bon, chacun comment il existe. Donc, si je résume bien à de la partie métabase, on a la métabase, c'est une base de données interne au SGBD. C'est la propriété du SGBD. Il est le seul à modifier cette métabase. Cette métabase, si elle n'est pas à jour, elle ne peut pas représenter la réalité dans la base de données. À chaque fois qu'on fait des requêtes de modification, le schéma,
cette métabase est automatiquement mise à jour. La métabase est accédée en lecture seule en utilisant les vues. Alors, il y a un ensemble de vues qui sont conçues d'une manière générique pour répondre à un nombre important de besoins. Dans la métabase Oracle, parce que c'est celle qu'on va utiliser, il y a quatre types de tables. Il y a des tables qui commencent par user- contiennent toutes les informations qui concernent l'utilisateur connecté. Si je me connecte avec deux utilisateurs différents, la même requête aura deux résultats différents. Les tables qui commencent par all, elles contiennent toutes les informations qui sont dans user. En plus de ça, tous les objets dont l'utilisateur a accès. Il y a d'autres utilisateurs à des privilèges dessus. Les tables ou les vues qui commencent par DBA- sont des tables réservées aux administrateurs. Alors, soit les super administrateurs 6 systèmes ou tout utilisateur qui a le rôle 6 DBA. Et à ce moment-là, feront plus d'informations parce que DBA on peut accéder à toutes les tables, tous les objets, tout ce qui se passe à l'intérieur de la métabase. Il y a aussi des vues qui commencent par $. Ce sont les vues qui concernent les données de performance. On a performance parce que le système, le SGBD a besoin d'un ensemble de statistiques pour pouvoir trouver les meilleurs chemins d'exécution des requêtes. Il trouvera les statistiques de la partie. Dernière chose, c'est que la plupart des SGBD proposent une métabase qui contient à peu près des choses qui se ressemblent. Ce qui change, c'est comment accéder à cette métabase et où trouver le besoin. Alors, dans certains SGBD, un besoin B, il est dans une table. Par contre, dans d'autres, il faut peut-être faire 2 ou 3 jointures pour l'avoir. Là, je pense, j'ai fait un résumé. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Pas de questions? Vous êtes là? Vous entendez? Ok. Parfait. Bon. Ok, puisqu'il n'y a pas de questions, on passe à un autre aspect très, très, très important, sont les contraintes. Contraintes d'intégrité. Donc, pour vous, je pense que vous avez vu les contraintes d'intégrité. Pour vous, ça sert à quoi les contraintes d'intégrité? Quel est l'intérêt d'utiliser des contraintes d'intégrité? Quelles sont les contraintes d'intégrité que vous connaissez? Clé primaire, clé étrangère. Clé étrangère? Clé primaire. Clé primaire, clé étrangère? Ou année? Les conditions check, if check. La condition check. Il y a autre chose. Il y a des contraintes, on va dire, implicites, elles ne sont pas explicites. Not null. Pourquoi chaque attribut, on lui attribue un type? Est-ce que lorsque je déclare, par exemple, un attribut matricule de type number, est-ce que je peux mettre une chaîne de caractères à l'intérieur? Attribut de type number? Non, peut-être pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le type de l'attribut, c'est une contrainte aussi. Donc, parmi les contraintes, les types, ça reste ça. C'est-à-dire, si je déclare number, chaîne de caractères, le système n'accepte pas. Donc, elle sert à quoi les contraintes d'intégrité? Est-ce qu'on peut imaginer une base de données sans contrainte d'intégrité?
Est-ce que c'est faisable? Pour vous, est-ce que c'est indispensable ou là c'est optionnel? Hein? Parce que le modèle relationnel repose sur ces contraintes. Mais le but, les gens leaders relationnels, ils ont pensé à ce concept. Pourquoi? Quelle est la motivation derrière? Elle sert à quoi? C'est-à-dire, si on imagine une base de données sans contrainte, qu'est-ce que seraient les conséquences? Elle sera incohérente? Incohérente. Très bien. Justement, c'est-à-dire, c'est quoi cette notion de cohérence? Qui définit la cohérence? Qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Est-ce que la cohérence a la même sémantique pour tout le monde? Est-ce que ce qui est cohérent pour moi est cohérent pour tout le monde? Et le contraire. Est-ce que la cohérence a un sens, on va dire, invariant pour tout le monde? Est-ce que tout ce que je vois cohérent est vu de la même manière par tout le monde? Non. 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 Non, pas forcément. Donc cette notion de cohérence, c'est la sémantique de cohérence, ça veut dire c'est lié à l'utilisation, lié à l'humain. Donc la notion de cohérence, c'est une notion humaine. Parce que nous avons deux sociétés qui travaillent dans le même domaine. Pour l'un, il y a un événement, là, il y a on va dire un scénario. Pour l'un, il est cohérent, pour l'autre, non. Après, comme exemple, on a deux universités. Un étudiant peut s'inscrire dans plusieurs filières, ou une autre, non. Un étudiant ne peut s'inscrire que dans une seule filière. Donc, ces deux organismes travaillent sur le même domaine, mais ils n'ont pas la même notion de la cohérence. Donc, la cohérence, c'est un concept humain. Généralement, oui, nous avons les contraintes d'intégrité, ou la cohérence, qui nous fournit la notion de cohérence, ou ce qui est cohérent, ce qui n'est pas cohérent. Parce que nous, on est des informaticiens. Ce qu'on y applique la notion de cohérence. تخدم un système d'information ou un système qui m'a fait. Hein? Le client. Le client, ça veut dire quoi? C'est Le cahier des charges? Le cahier des charges? Non, le cahier de charge, mais justement, le cahier de charge. Les données là-dedans. Selon les Bon, le contraintes cahier de du charge, client. si le client réalise un cahier de charge, généralement, il a même si des contraintes, mais de haut niveau. Mais justement, le cahier de charge, mais ça représente. C'est les gens du métier, c'est eux qui peuvent nous renseigner sur cette notion de cohérence. Donc, par exemple, pour le cas de l'université, pour moi, un étudiant ne peut pas s'inscrire dans deux filières. Donc, cette notion de cohérence, elle est très importante et elle est humaine. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette notion de cohérence, elle peut être standard? Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils développent un SGBD, ils vont mettre, on va dire, built-in. Ça veut dire qu'ils vont ils vont intégrer de la cohérence à l'intérieur, ou tout système, il va les prendre en considération. Non, ce n'est pas possible. Là, parce que chacun, comment il voit cette notion de cohérence. Donc, puisque la notion de cohérence n'est pas, on va dire, fixe pour tout le monde, on ne peut pas déjà la préprogrammer à l'intérieur du SGBD. Donc, à la notion de cohérence, on doit, on va dire, l'inculquer ou
la transmettre au SGBD. Donc la cohérence, elle est humaine. Après, il faut qu'on la transmette au SGBD. Il faut que le SGBD comprenne cette notion de cohérence comme nous, on l'aperçoit. Donc, qui fait, quel est le moyen? En utilisant les contraintes d'intégrité. Contrainte d'intégrité, ok. Ben, contrainte d'intégrité, on l'a définie, mais après, comment on l'envoie au SGBD? C'est à travers une requête SQL. À travers une requête SQL. Donc, la notion de contrainte d'intégrité, ça veut dire que moi, en tant qu'informaticien, je fais une étude sur le cahier de charge, etc. Ben, j'identifie les fonctionnalités, tout ce qu'on veut. À un certain moment, j'identifie cette notion de cohérence. Pour transformer la notion de cohérence, oui, il y a un problème? Vous entendez très bien? J'ai entendu un bruit, donc je ne sais pas. Attends. Donc, la notion de cohérence, il faut la matérialiser en utilisant les contraintes d'intégrité. Donc, tous les contraintes d'intégrité que vous connaissez, c'est clé primaire, clé étrangère, check et type d'attribut. Alors, une remarque importante, dans Oracle, les contraintes de clé primaire, clé étrangère, etc., sont optionnelles. Ça veut dire Oracle, qu'est-ce que tu... Oracle, je peux définir une table sans clé primaire. Attends, qu'est-ce qui se passe après? Imaginez que je définis une table sans clé primaire. Qu'est-ce qui se passe? Une redondance. Hein? Redondance parce que je peux mettre deux enregistrements identiques. Attends. Pourquoi le SGBD ne dit rien, dans le cas? Pourquoi, si je mets deux enregistrements identiques, il les accepte? ما درناش كونترانت ما درناش كونترانت ما كاش كونترات باسكو هو واش فهم باش ما قلتلوش كاين كلي بريمير هو فهم باللي انا بور موا si j'ai plusieurs enregistrements identiques, ça veut dire que c'est normal. C'est pas incohérent, c'est cohérent. Donc, lorsque je crée une clé primaire, pour dire SGBD, non, non, là, il y a une clé primaire où il ne faut pas que ça soit dupliqué, etc. Donc, en réalité, si moi, je crée une table sans clé primaire, le SGBD, qu'est-ce qu'il fait, pardon? Il ne prend pas en considération, il me dit ça. C'est-à-dire, si moi, en cours de route, j'ai besoin d'une clé primaire, je dois gérer ça au niveau applicatif, c'est-à-dire l'application TAI, c'est-à-dire toutes les vérifications que le SGBD fait on va dire en natif, il le fait d'une manière systématique, je serai obligé de les faire moi-même. Si je ne définis pas une clé primaire. Donc, les contraintes d'intégrité sont mises à la disposition du concepteur pour lui faciliter la vie. OK. Donc, je sais pas ce que je parcours. Oui, là, contraintes d'intégrité. Quelles les contraintes d'intégrité statiques ou quelles les contraintes d'intégrité dynamiques? Pour vous, ça veut dire quoi, contrainte d'intégrité statique et dynamique? Je pense que vous avez vu ça en licence. Statique, c'est simple, mais dynamique, c'est un peu... C'est là où les gens ne font pas la différence. Donc, les contraintes d'intégrité statique, on a les listes de la clé primaires, étrangères, les plages de valeur, les attributs de type unium, etc. Alors, la théorie, les contraintes d'intégrité, quand on fait l'essence, on utilise les assertions. C'est-à-dire, je déclare une assertion, par exemple, assert C1, par exemple, en pièces, 2 points. Après, je mets la condition. Qui maintenant, l'attribut matériau ne peut prendre que 4 valeurs, fer, bronze, zinc, plomb. Bon, dans le cadre de ce cours, nous, on ne va pas étudier les assertions parce qu'elles ne sont pas supportées dans Oracle. Dans Oracle, il y a un autre mécanisme qu'on va le voir, il est très puissant et très fort.
Maintenant, avant ça, je vais parler de la contrainte d'intégrité statique et dynamique. Pour lui, ça veut dire quoi, contrainte d'intégrité dynamique? ما كانش اللي عنده une idée. Parce que nous, on voit les contraintes simples là, mais il y a des contraintes assez complexes. Par exemple, comme contrainte, il y a la base de données. Le salaire d'un chef d'équipe, par exemple, ne peut pas dépasser 5 fois la moyenne des salaires des membres de l'équipe, par exemple. Et ça, c'est assez complexe. Mais qu'est-ce qu'une commande directe donc, les contraintes statiques, je vais vous donner un exemple. Donc si je prends, désolé, je dessine mal, la base de données dans un état E. Alors, la base de données, tant qu'elle est dans un état E, on parle de contrainte statique. Contrainte avec le moment. Alors, contrainte dynamique, c'est un peu différent. Elle ne concerne pas la base de données avec le moment, mais l'évolution de la base de données. Alors, imaginez que la base de données, je fais des modifications sur la base de données, on aura l'état E'. L'état E'. Donc, l'état E, je prends l'exemple des notes. La note d'examen, elle doit être comprise entre 0 et 20. C'est une contrainte statique. Alors, une contrainte dynamique, elle concerne le passage. Comme exemple, imaginez la note de rattrapage. Quelle est la contrainte qui est définie sur la note de rattrapage? Quelle est la contrainte définie sur la note de rattrapage? واحد qui dit une moyenne, la moyenne عنده bien sûr le rattrapage معناتها ما عندوش 10 عنده 9 وبعد après rattrapage il peut pas améliorer يطلع له 8. Est-ce qu'on lui donne le 8 هذاك ولا on garde le 9? On garde le 9. On garde le 9. علاش on garde le 9? Parce qu'il y a une contrainte. Si on met le 8, le système il refuse. Il refuse parce que quand on le 8, il voulait le système incohérent. Parce qu'il y a une contrainte. Cohérent, la moyenne ou la note après rattrapage ne diminue jamais. Il y a la contrainte. Donc la note après rattrapage ne diminue jamais. Comment on peut créer une contrainte? Comment on peut la matérialiser? Est-ce que vous avez une commande? Que les primaires, les étrangères, tout ça ne règle pas ce problème-là. Justement, parce que j'ai une note ici, l'état E, on a une note, on a une note imprime. Quelle est la contrainte? La contrainte pour les n' est supérieure ou égale à n. Donc la contrainte dynamique, elle ne concerne ni. Imaginez هنايا كانت عنده 8 وهنا جاب 7. Si je prends les contraintes statiques, le 8, elle est entre 0 et 20, elle vérifie. 7, elle est entre 0 et 20, elle vérifie. Donc, on va dire, côté contrainte statique, il n'y a aucun souci. Par contre, la contrainte dynamique, non. La contrainte dynamique, justement, elle concerne ici, elle concerne le passage. Donc, parmi les passages, l'état E', il y a certains passages qui ne sont pas permis. Donc, on a puisqu'il y a 8,
tous les passages où la note est inférieure à 8 ne sont pas permis. Donc, la contrainte, on ne peut pas la vérifier en utilisant les contraintes statiques. Donc, on doit utiliser un autre mécanisme. Lequel? Si on a une contrainte, comment je programme une contrainte complexe comme ça? Trigger. Les triggers. واش تعرفوا عليهم؟ ما واحد كش ما يعرف يقول لنا pour lui c'est quoi un trigger؟ نحب نحكي لكم عليهم اون جينيرال ومن بعد نروحوا باسكو لو كود تاع الترايجر تقدروا تلقاوه نيمبورت où. C'est pas ça qui est important. Le plus important de faire moi des triggers, comment les gens pensent à ces triggers et comment fonctionne un trigger pour ne pas faire des bêtises après en programmant des triggers. Après le code, donc nous sommes la syntaxe là, je pense que je vais parler de tout ça. On va faire tout sur cela. Donc, pour vous, c'est quoi un trigger? C'est un code qui est exécutable quand un événement est sera. Avec l'événement, il y a plusieurs types d'événements. Il y a une insertion dans une table, type pression, enfin, ça. D'accord. Donc, le trigger, c'est un programme qui s'exécute. Donc, un trigger, c'est un ensemble d'instructions. Cet ensemble d'instructions s'exécute. SQL+, bon, cet ensemble d'instructions, il est écrit en utilisant quel langage? PLSQL. C'est le langage PLSQL. C'est le SQL augmenté avec des boucles, des ifs, etc. Donc, c'est du PLSQL. PLSQL, je peux ouvrir une fenêtre SQL+, ou faire un code PLSQL que j'exécute, avec un slash, le code sera exécuté. Quelle est la différence entre le code PLSQL que j'écris là, avec le même code, je l'englobe à l'intérieur d'un trigger? Quelle est la différence entre les deux? Je prends le même code, mais je mets un trigger. Il y a une grande différence entre les deux. Je n'ai pas bien compris la question, monsieur. La question, un code quelconque qui vérifie quelque chose. Ah, le code sera exécuté directement, mais le cas de trigger, ça sera l'événement. C'est ça? Donc, la différence, c'est que lorsque je l'écris directement avec SQL+, le code il s'exécute à ma demande. Je mets slash, je mets entrée, il s'exécute. Par contre, lorsqu'il est dans un trigger, il s'exécute d'une manière automatique. Automatique. Bien sûr, il s'exécute lorsque l'événement arrive. Mais lorsque l'événement arrive, le SGBD, il ne va pas me demander est-ce que j'exécute ce code ou je ne l'exécute pas. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas le but. Donc, le trigger, c'est l'événement arrive, le trigger sera exécuté automatiquement, sans demander la permission à personne. واش معناتها؟ هنا برك حبيت j'aimerais bien vous sensibiliser قبل ما ندخلوا في الديتاي. C'est que un trigger, à l'intérieur du trigger, je peux faire tout ce que je veux. Je peux modifier, je peux ajouter des choses, supprimer, écrire une requête SQL, tout ce que je veux. Imaginez, Taya, كتبت un code, programme. Une fois le trigger est créé, عباك غير تكتب create trigger وكذا وتكمل ويكون le trigger correct ما فيه حتى بروبليم كي دير اونتري واش يصرى. Qu'est-ce qui va se passer? Le système يقول لك trigger créé. C'est pas ça le plus grave. Le plus grave après c'est quoi? C'est que avec le trigger, une fois que tu le crées, il commence à s'exécuter. C'est-à-dire il commence à être prêt.
Donc, au bout d'une minute, créer un trigger, au bout d'une minute, tu as fait une erreur sur le trigger. Au bout d'une minute, tu ne sais pas combien de fois il a été exécuté. Peut-être, je ne sais pas, 100 000 fois. C'est-à-dire que le trigger a été exécuté, c'est-à-dire que la minute après sa création. Donc, imaginez, on crée un programme, lorsqu'il est injecté, il est exécuté d'une manière automatique lorsque l'événement arrive. Donc, on n'a aucun contrôle sur ce trigger. Ça veut dire quoi? Quel est l'enjeu derrière? C'est-à-dire, est-ce que je le vois comme avec le programme normal que moi j'exécute manuellement sur SQL+. Il ne faut pas le voir comme ça. Donc, parce que le trigger que j'écris, si imaginez que votre trigger fait une erreur, par exemple, fait update, where la clause where fait une erreur, c'est-à-dire au lieu de cibler certains tuples à être modifiés, le where il est tout le temps vrai. Tu vas modifier comme les tuples de la table. Donc, à chaque fois que l'événement arrive, à chaque fois que le trigger est lancé, il va faire des modifications sur toute la table. Donc, imaginez, si tu exécutes ça d'une manière manuelle, peut-être, bon, ça va modifier quelque chose, mais l'impact, il est, on va dire, il est réduit. Par contre, si on fait une erreur dans un trigger, surtout les triggers qui font des modifications, là, tu ne sais même pas combien de fois il a été exécuté, tu ne sais pas les conséquences. Ça veut dire que tu peux dire un trigger fait un delay, ou le delay qui n'est pas vraiment mis au point. Ça veut dire qu'après 15 minutes, tu trouves la base de données, tu l'as vide. Parce que ton trigger, il a vidé comme la table. Donc, s'il vous plaît, les triggers sont un mécanisme très intéressant, très puissant qui aide énormément à bien administrer une base de données ou faire beaucoup de choses. Mais sont très, très dangereux. Ça veut dire qu'il faut bien concevoir vos triggers. Il faut les tester avant de les mettre en production. Parce qu'on a un exemple, vous êtes recruté dans une entreprise, il y a toute la base de données. Tu as un trigger, ils 20 ans, عندهم لا دوني هذيك ودايرينها سيكوريتي باش الناس واحد ما ياكسيدي ايتترا باسكو كونتيان دي دوني سونسيبل وكذا tu es recruté دير لهم ان ترايجر ان جورني راح كامل الكونتوني دو لا باز دو دوني هكذا حشومه كبيره. Donc s'il vous plaît les triggers هادو il faut les utiliser avec précaution. Il faut les utiliser مالوش مشكل mais il faut être conscient de ce qu'on a programmé, ce qu'on a fait, pour ne pas arriver à des situations comme ça. Donc, je vous pose la question, comment on fait? واحد منكم يحط روحه في هذا دخلت لقيت entreprise فيها des données وعندهم les données وكذا و pour des besoins de cohérence عطاوكم un besoin هذاك le besoin il représente une cohérence une contrainte وحبيت تخدم ترايجر درت ترايجر وكذا tu as vérifié وكذا comment tu procèdes pour ne pas arriver à ce cas وين تروح كامل la base de données. Comment on peut procéder? Il faut, monsieur, de vérifier la validité des instructions manuellement et puis l'injecter dans un trigger. Très bien, on vérifie manuellement, mais après, une fois qu'on a vérifié, parce que généralement les problèmes ما يبانوش lorsque c'est-à-dire des fois qu'il y a des problèmes ما يبانوش في هكذا في d'une manière fictive حتى تحطهم في les données حتى تبدا تجيب les données باش يبداو يبانوا البروبلème. Donc si vous avez à implémenter un trigger comme ça qui modifie des choses, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une copie de la base de données, vous le mettez en test sur une copie de la base de données. En test. Vous vérifiez, par exemple, quand tu as un trigger, tu essaies de provoquer l'événement je sais pas, une centaine de fois, et après tu regardes le comportement de ton trigger. Si
Si après test plusieurs fois, tu trouves qu'il est bon, après tu peux le mettre en production. Même si tu le mets en production, par exemple, avec un trigger qui modifie une donnée. À l'intérieur du trigger, tu peux faire une instruction ou la notion d'instruction. La valeur modifiée, il va dans une autre table. Il va dans une autre table où je peux modifier toutes les informations, etc. Comme ça, après, par exemple, une semaine en production, après une semaine, tu vas consulter la table, tu vois ce qui a été fait, etc. Tu vois si tu trouves le trigger fonctionne correctement, ok, parfait. Et là, on peut le garder. C'est bon? C'est le message. Oui, c'est bon. C'est très important parce que là, je vous parle de choses qui sont déjà arrivées. Parce que lorsque tu m'écris trigger, etc., imaginez après un mois ou 2 mois, on va dire après une année. Après une année, les gens du métier, pour le coup, la contrainte de cas, on ne la voit pas de la même manière. Elle est un peu différente. Ok, tu vas analyser la nouvelle vision de la cohérence ou dire un nouveau trigger, tu recréer trigger ou tester, il marche très bien, etc. Et tu oublies de supprimer le قديم هذاك. Parce que le trigger, tant que tu le supprimes. C'est le problème des triggers, c'est que tant que tu ne le supprimes pas, tant qu'il existe, tant qu'il s'exécute. Donc, tu as une requête, et où les triggers qui fonctionnent. Ou là, imaginez le même trigger, dire 2 fois. Tu as testé, tu as sais pas quoi, créé un autre. Il y a en réalité 2 triggers qui existent. Donc, si ton trigger il a une valeur, il a 5, par exemple. Ou il a un pourcentage parce que ça répond à un besoin. Tu as 2 versions du trigger. Donc, qui dit l'événement, les deux s'exécutent parce que l'événement provoque les deux. Donc, il dit le il a 5%, ou le deuxième il a 5%. À la fin, tu te retrouves avec 10%. Après, des fois, tellement les chiffres sont le 5%, le 10%, ماهوش visible. Donc, حتى تجوز une semaine ou 2 semaines, باش تعرف finalement c'était 10% اللي كانت تنقص. Après, je ne sais pas comment revenir en arrière pour corriger tout ça. Donc, là, il faut faire attention. Les triggers, c'est très très important, mais c'est très très sensible. Donc, Monsieur, juste une question. Des triggers. Oui. Est-ce qu'on peut désactiver ces triggers? Oui, on peut les désactiver. On peut faire alors alter trigger disable ou on peut le désactiver. مش مشكل. انا راح نحكي بواحد لو كا un peu extrême, mais معليش واحد يحطه في راسه باش يكون sensibilisé. C'est que lorsque toi tu le sais, tu le désactives, ok, mais des fois tu ne sais pas. Des fois, il y a une autre chose. Des fois, tu recrutes جديد, ou il y a des gens qui ont déjà les canaux qui ont créé des triggers. Tu vois, tu as un besoin. Donc, il ne faut jamais jouer avec ça. Ça veut dire, avant de commencer à créer tes triggers, il faut déjà avoir une cartographie des triggers qui existent sur ta base de données. Comme ça, tu sais quel trigger qui fait quoi, ton trigger. Après, tu vois, est-ce que tu supprimes un, tu le remplaces, ou là, il y a déjà un trigger qui fait ce travail, etc. Ça, c'est très important. Ou l'utilité de la métabase. Donc, il me rend la métabase, je trouve tous les triggers, je peux voir leur contenu, etc. C'est bon? Quelle est la différence lorsqu'on désactive un trigger ou lorsqu'on le supprime? فرق بيناتهم. واحد تعاود تقدر تاكتيفيه والاخر خلاص لازم تعاود تكريه. C'est ça. يبقى تمبورير والاخر. Donc c'est important parce que les chauffe-hommes c'est la même chose. Non, si on est professionnel, ce n'est pas la même chose. Si je désactive un trigger, c'est que moi je pense que peut-être j'aurais besoin